Alors que l'OMS a qualifié l'épidémie actuelle d'urgence de santé publique mondiale, que le monde est en train de mettre la Chine en quarantaine, que Pékin étend ses mesures de confinement et que les pays rapatrient leurs ressortissants, coronavirus, la peur est-elle contagieuse? Comment gérons-nous collectivement ces crises? Comment la Chine, surtout, est-elle en train de procéder? 对中国人民来说啊，我们现在正在进行着一 Pour 场 le peuple chinois, 严 nous 峻 nous 的斗争。 engageons dans un vrai combat. 中国政府呢是高度重视，因为政府的宗旨呢就是 Le gouvernement chinois attache une grande importance à ce 人民 virus. 的生命安全 Nous mettons la vie et la santé des gens en 放 priorité 在 numéro 1. 最高位置上，所以对这一次的疫情防控工作呢，我一直是 J'ai 在 personnellement supervisé le déploiement des ressources. 亲自部署。我相信啊，只要我们 Aussi longtemps que nous renforçons notre confiance, que nous nous entraidons, que nous faisons du contrôle et faisons de la prévention en mettant en place des actions précises, 精准施策， alors je suis persuadé que nous viendrons à bout de cette maladie. 这一次的疫情。 Et avec nous, un spécialiste des crises sanitaires et des risques alimentaires liés aux maladies animales, l'anthropologue et philosophe Frédéric Keck, directeur du laboratoire d'anthropologie sociale, auteur précédemment de Un monde grippé chez Flammarion et à venir, en avril, Les sentinelles des pandémies aux éditions Zone Sensible. Bonjour Frédéric Keck. Bonjour. On entendait à l'instant le président chinois Xi Jinping s'exprimer se voulant plutôt rassurant. 23 ans après le virus H5N1, 17 ans après le SRAS. Qu'est-ce que la Chine a appris, à vos yeux, de ces précédentes épidémies ? Alors effectivement, depuis 1997, la Chine est entrée dans ce qu'on appelle l'ère des maladies infectieuses émergentes, c'est-à-dire ces nouveaux virus, bactéries, qui apparaissent notamment dans les transformations des relations entre les humains et les animaux, du fait de la déforestation, par exemple, qui amène les chauves-souris plus près des villes, ou du fait de l'augmentation des volailles élevées de façon industrielle. Alors ça a été la grippe aviaire à Hong Kong en 97, avec au moment de la rétrocession de la colonie britannique à la Chine, ce virus qui tuait 2 personnes sur 3 qui l'infectaient, qui venaient des volailles. Et puis ça a été le SRAS en 2003, un virus qui venait des chauves-souris du centre de la Chine, qui se transmettait par les civettes masquées qui étaient vendues sur les marchés de Canton. Et là, qui a tué 800 personnes sur 8000 infectés, donc un taux de létalité très élevé. La Chine, Pékin, a appris à mieux communiquer sur ces virus, ces maladies. Elle a appris aussi à tenter de rassurer et à mieux gérer ce type d'épidémie. On voit en ce moment ce qui est en train de se passer, c'est quand même assez impressionnant. À la fois le confinement des habitants, une province et une ville entière, une métropole comme Wuhan de 11 millions d'habitants complètement mise à l'isolement, et la manière aussi dont le président, les autorités tentent de communiquer à l'extérieur, rassurer le monde ou au contraire appeler à l'aide, c'est le cas aujourd'hui, avec les demandes de masques qui seraient en nombre insuffisant. Est-ce que vous voyez, vous, un changement dans l'expression de la communication ? Alors la Chine est en guerre contre ce nouveau virus et Xi Jinping se présente comme un chef d'État en situation martiale. Mais ce qui est assez nouveau depuis une vingtaine d'années, c'est que la guerre contre les maladies infectieuses, qui en fait est un thème classique dans l'histoire de l'Empire chinois et de la République de Chine, prend un nouveau visage avec le SRAS, qui est perçu mondialement comme un 11 septembre asiatique. C'est un virus qui se transmet très rapidement par les avions. C'est un virus dont les premières victimes sont des infirmières, un peu comme les pompiers du 11 septembre aux États-Unis, qui sont les premières victimes de l'effondrement des tours. Et donc, dans cette situation, en 2003, la Chine était présentée comme le mauvais élève. C'était elle qui avait ses marchés aux animaux, source de saleté. Aujourd'hui, la Chine veut être au centre de cette nouvelle guerre contre le virus et elle ne veut pas recevoir de leçons de l'OMS ou des pays occidentaux. Enfin, elle est au centre de toute façon de facto, puisque c'est quand même de là que part l'épidémie. Donc elle doit aussi gérer cette mauvaise réputation, entre guillemets, à venir, se protéger de tout ça, mais surtout montrer qu'elle réagit pour protéger les autres. Ce mot de guerre, il a été prononcé ou c'est l'état d'urgence de fait qui a été mis en place ? La guerre contre les virus était déjà un mot d'ordre à l'époque maoïste. Dès qu'il y avait un grand mouvement de population, il y avait souvent des maladies qui les accompagnaient.
et Mao Tse-tung déclarait la guerre aux maladies pour justement montrer que, par contraste avec l'Empire chinois, il était capable de maîtriser les savoirs modernes de contrôle des maladies. Ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, la Chine est connectée au reste du monde et qu'un virus qui concerne l'intérieur de la Chine peut passer dans le reste du monde. Alors la Chine se place au centre, à la fois parce que les virus apparaissent au centre de la Chine, mais aussi parce que la Chine veut être au centre du monde par son économie. On le voit par l'effet sur l'économie mondiale des mesures de quarantaine et d'arrêt de l'activité sur le reste de l'économie mondiale. Ce qui est assez nouveau aussi, c'est que Wuhan, c'était quand même les marges de la Chine par rapport à Pékin. Au XVIIIe siècle, vous avez un certain nombre de fonctionnaires qui parlent justement du sud de la Chine comme un lieu où il y a des miasmes, ce qu'on appelle des maladies fébriles. Là, Wuhan, c'est le centre de la Chine parce que c'est le lieu où un nouveau foyer presque révolutionnaire, puisque c'est de là qu'est partie la révolution chinoise en 1911, pourrait émerger. Donc c'est toute cette relation entre Pékin, Wuhan et puis le reste du monde qui pensait être le centre et qui tout à coup se trouve décentré par cette épidémie. Vous dites la Chine, au moment du SRAS, en 2003, considérée comme le mauvais élève. On vient d'apprendre aujourd'hui que le dernier bilan fait état de plus de 300 morts, avec plus de 17 000 personnes infectées en Chine, et que le coronavirus en Chine serait plus meurtrier aujourd'hui que le SRAS. Est-ce à dire qu'elle est en situation d'échec, la Chine, aujourd'hui, dans la gestion de cette épidémie ? Alors il y a effectivement plus de morts aujourd'hui de ce coronavirus que de celui du SRAS en 2003 pour la Chine elle-même. C'est-à-dire que le SRAS a tué à peu près 800 personnes en 6 mois en 2003, mais le plus grand nombre de victimes, c'était à Hong Kong, à peu près 500, et puis à Singapour, Taïwan, Vietnam, quelques-uns à Toronto, dans la diaspora chinoise au Canada, et puis un nombre effectivement plus faible en Chine, à peu près 300. Aujourd'hui, effectivement, comme ce virus, on l'a repéré depuis le centre de la Chine, les victimes se situent majoritairement en Chine, puisqu'il vient d'avoir une première victime chinoise aux Philippines. Wuhan, épicentre de l'épidémie, un premier hôpital est sorti de terre ce week-end. L'armée est désormais en charge de l'approvisionnement aussi de la population. On y retourne. En 10 jours, les moyens logistiques engagés sont considérables. Sans jamais s'arrêter, plus de 4000 ouvriers se sont relayés et 1 millier de machines ont fonctionné pour faire sortir de terre l'un des 2 hôpitaux promis par les autorités chinoises. 1400 membres du personnel médical des forces armées sont chargés de soigner les patients. Un autre établissement du même type devrait ouvrir mercredi avec une capacité de 1300 lits. Au total, selon le gouvernement, les 2 bâtiments devraient coûter environ 39 millions d'euros. Dans la réaction, on voit quand même aussi toute la puissance chinoise. Vous l'évoquiez, Frédéric Keck. Oui, il y a cette efficacité d'un État autoritaire. Xi Jinping est le premier président chinois qui a étendu son mandat à vie. Donc il a maintenant une légitimité aussi forte en Chine que Mao Tse-tung, alors que les précédents présidents chinois, Hu Jintao et Jiang Zemin, étaient des ingénieurs qui se contentaient en quelque sorte d'organiser le développement économique. Donc il veut vraiment apparaître comme quelqu'un capable de contrôler la situation de son pays, les déplacements de sa population, puisque ce qu'on découvre avec Wuhan, c'est des mouvements massifs de travailleurs migrants, puisque avant même l'installation de la quarantaine, il y a 5 millions de personnes qui ont quitté la ville. Et puis cette efficacité, elle se voit effectivement dans l'organisation presque militaire d'une main-d'œuvre capable de construire des hôpitaux en 15 jours. Alors c'est des hôpitaux mobiles, c'est pas du tout des hôpitaux qui sont là pour durer, mais ce qui est quand même assez impressionnant dans les images qu'on voit, c'est qu'avant de construire les murs de ces hôpitaux, ils construisent des canalisations, des infrastructures qui permettent d'évacuer l'air, puisque c'est des hôpitaux qui vont être mis en place pour traiter les patients infectés par des maladies respiratoires, de type coronavirus. Il y a un rapport de force quand même qui s'est mis en place entre les autorités régionales et l'État central, où là, pour l'instant, tout le monde marche presque comme un seul homme pour se protéger de cette épidémie. Oui, la Chine est un système pyramidal, donc les mots d'ordre viennent d'en haut, mais ils sont plus ou moins bien appliqués à l'échelon local en fonction à la fois des compétences et puis des résistances, des dissidences locales. Le maire de Wuhan, je ne sais pas s'il a démissionné ou s'il va démissionner, mais en tout cas, il est certain qu'il ne va pas rester en place. Pas forcément parce qu'il a mal géré l'épidémie, mais parce qu'il faut couper une tête pour montrer que le pouvoir est à Pékin et pas à Wuhan.
Mais effectivement, il faut suivre tout ce qui se fait, tout ce qui s'écrit dans les réseaux sociaux, parce que c'est là que s'exprime une forme de dissidence ou de critique par rapport à cette mobilisation. Mais quand on regarde les images que veut donner le pouvoir chinois, c'est effectivement celle, d'une puissance, très impressionnante. D'une puissance aussi écoutée et respectée. Est-ce qu'il y a un risque de révolte? Est-ce que dans l'histoire, on a déjà vu ça? Des provinces qui pouvaient se rebeller contre l'État central? Alors en fait, dans la mémoire chinoise, c'est plutôt la non-action du pouvoir central face à des épidémies qui est restée comme un traumatisme au XIXe siècle. L'Empire chinois était qualifié par les Européens d'homme malade de l'Asie, parce que justement, ils ne contrôlaient pas toutes ces maladies que les Européens, eux, avaient contrôlées sur leur terre. Vous avez un grand nombre de voyageurs, souvent des médecins, qui arrivent en Chine et qui écrivent des livres, Les maladies de la Chine. Et ça a été profondément intériorisé par les intellectuels chinois au début du XXe siècle. Et l'idée que la Chine puisse maîtriser elle-même ces épidémies, ces problèmes de santé publique, ça a été vraiment au cœur de la construction de l'État moderne chinois. C'est d'ailleurs passé par en fait des experts japonais, puisque le terme pour santé publique, Weisheng, c'est un terme qui est traduit de l'allemand vers le japonais et ensuite vers le chinois, qui au début désignait des exercices de santé personnelle, hein, comme ceux que font les personnes âgées le matin, le tai chi chuan, et qui maintenant désignent effectivement l'organisation de la santé de la population par l'État. Donc il y a une vraie attente en fait de la population par rapport à l'État de contrôler ces épidémies. Et vous diriez que dans la culture chinoise, aujourd'hui, ce type de crise sanitaire, c'est pas la première, on venait de l'évoquer avec le SRAS et précédemment la grippe aviaire. Comment sont-elles perçues, ces crises? Est-ce qu'il y a un sentiment de fatalité? Ça revient, de répétition? Et les Chinois sont comme les Européens très attentifs à ce qui cause ces crises. Alors, ils n'ont peut-être pas aussi fortement ancré l'imaginaire pasteurien, c'est-à-dire qu'une épidémie est causée par un microbe dont on fait un séquençage génétique et qui permet de dépister les cas les uns après les autres. Mais l'idée selon laquelle ces nouvelles maladies viennent soit des volailles élevées de façon industrielle pour la grippe aviaire, soit des chauves-souris et de ces marchés aux animaux que l'on trouve dans le centre de la Chine, ça c'est profondément ancré dans l'esprit des Chinois. Ils parlent également, d'ailleurs, puisqu'ils sont très attentifs à tous les changements environnementaux, ils parlent de la possibilité de bactéries ou de virus qui seraient relâchés par les pôles avec le réchauffement climatique. Vous avez beaucoup travaillé, vous, Frédéric Eck, aussi sur la notion de mythe dans ces épidémies. Quels sont aujourd'hui, ici, avec ce coronavirus, pour vous, les mythes qui ne s'arrêteront pas d'ailleurs aux frontières et qui sont déjà en train de circuler mondialement? Oui, j'avais terminé donc mon livre paru en 2010 par la question «La pandémie est-elle un mythe?» puisque c'était justement le moment où paraissaient des livres disant que le réchauffement climatique était un mythe, et que donc un certain nombre d'alertes environnementales aujourd'hui étaient des constructions faites par des scientifiques qui avaient une vision catastrophiste de la nature. Donc moi j'ai pris la notion de mythe au sens que lui a donné Claude Lévi-Strauss, c'est-à-dire un récit qui fonctionne localement pour parler des relations entre les hommes, les animaux, les plantes, et qui en fait se transforme quand il passe des frontières, alors des frontières politiques, mais si on voit effectivement comment le mythe de la pandémie fonctionne quand il passe des États-Unis, où on se souvient de la grippe espagnole, hein, qui est la fameuse grippe de 1918, qui en fait a été apportée par les Américains sur le sol européen au moment de la Première Guerre mondiale, ça n'a pas le même sens que la pandémie telle qu'on s'en rappelle en Europe, où il y avait déjà beaucoup de victimes de la guerre, en Afrique, où elle est effectivement arrivée, mais dans un contexte de mobilisation des armées africaines pour aller en Europe, ou en Chine, où effectivement il n'y a pas eu de pandémie en 1918, mais par contre la notion faisait effectivement référence à ces épidémies contre lesquelles Mao mobilisait sa population. Donc voilà, l'idée d'un mythe, c'est que ce n'est pas justement une clé pour lire les phénomènes à une échelle globale, mais c'est plutôt un dispositif permettant d'intégrer un grand nombre d'acteurs au niveau local. Donc dans ces cas, pour la Chine, c'est effectivement les marchés aux volailles, les observateurs d'oiseaux, les fermiers, les autorités de la santé, les autorités de l'agriculture et même des bouddhistes qui vont relâcher des oiseaux, etc. C'est toujours un peu le même dispositif narratif, en fait. C'est un dispositif narratif dont la science-fiction
s'empare. Hein. Alors le SRAS a été un scénario catastrophe extraordinaire, puisque en 6 mois, le virus est apparu, il a tué beaucoup de personnes, il s'est déplacé, il est retourné dans son réservoir animal. Le film Contagion est un peu une sorte de mélange entre le scénario du SRAS et celui de la grippe pandémique de H1N1 de 2009. Alors les scénarios, effectivement, c'est ce qui permet aux acteurs de la santé publique d'anticiper la prochaine épidémie, et en même temps, c'est ce qui permet à l'anthropologue de comprendre ce qui varie, c'est-à-dire que les scénarios ne marchent jamais totalement, et en fait, quand on regarde vraiment ce qui se passe sur le terrain au niveau local, les acteurs se composent autour de virus ou de bactéries qui ont des comportements tout à fait imprévisibles et qui mettent en jeu des relations très différentes entre les hommes et les animaux. Alors sur le coronavirus, aujourd'hui, on nous dit que le vaccin, il faut imaginer peut-être attendre 20 mois avant de pouvoir trouver le bon antidote. Dans le film Contagion que vous venez d'évoquer de Steven Soderbergh, sorti en 2011, c'était là aussi l'enjeu, hein, trouver un vaccin, tandis que l'épidémie courait à échelle mondiale. C'est l'un d'ailleurs des films les plus téléchargés et regardés en ce moment. Le coronavirus serait en train d'offrir une seconde vie à ce film, Contagion. Rappel rapide des faits, Beth revient d'un voyage d'affaires de Hong Kong avec une infection dont elle va décédé assez rapidement. C'est son mari qui semble, lui, mieux résister, immunisé. L'épidémie court donc et chacun se retrouve pour essayer de trouver une solution. On va écouter un extrait en version originale. What we need to determine is this. For every person who gets sick, how many other people are they likely to infect? So, for seasonal flu, that's usually about 1. Smallpox, on the other hand, it's over 3. Now, before we had a vaccine, polio spread at a rate between 4 and 6. Now, we call that number the R naught. R stands for the reproductive rate of the virus. Any ideas what that might be for this? How fast it multiplies depends on a variety of factors. The incubation period. How long a person is contagious. Sometimes people can be contagious without even having symptoms. We need to know that too. And we need to know how big the population of people susceptible to the virus might be. So far, that appears to be everyone with hands, a mouth, and a nose. Voilà, là, il est question des modes de contagion et surtout du taux de reproduction du virus. Pour une personne qui tombe malade, combien sont susceptibles d'être infectés? Question qui se pose aujourd'hui aussi pour le coronavirus. Dans Contagion, Frédéric Keck, Hong Kong est l'épicentre de l'épidémie. Hein. Ce territoire, c'est aussi intéressant de s'y arrêter un moment. Comment ce territoire indépendant est devenu ce que vous qualifiez, vous, aujourd'hui, une sentinelle sanitaire? Oui, le film Contagion a été tourné peu après la pandémie de H1N1 en 2009, avec le soutien de l'OMS, ce qui lui donne un bon niveau de qualité scientifique. Hein, les informations sont très fiables, et ça a permis de relancer l'attention pour les scénarios d'épidémie à un moment où, effectivement, du fait de l'échec quand même de la vaccination contre le H1N1, le public s'en désintéressait. Alors c'est vrai que dans la séquence qu'on a entendue, on voit les experts qui essayent de modéliser l'épidémie. Le film est aussi consacré en grande partie à la question du stockage des vaccins, qui va avoir accès aux vaccins. Est-ce que parce qu'on est expert au CDC, on va avoir un accès privilégié? Est-ce que les foules vont se ruer sur les stocks de vaccins pour les piller? Alors ça, c'est des questions très américaines, hein, qui sont liées à l'imaginaire de la rareté propre à l'histoire économique américaine. En fait, à Hong Kong, effectivement, qui est le foyer de la grippe aviaire depuis 1997, la question, c'est plutôt celle de la transmission des maladies des animaux aux humains et la possibilité de bloquer l'épidémie au niveau animal, c'est-à-dire notamment en tuant les volailles au moment où on découvre qu'elles portent ce fameux virus H5N1, mais qui peuvent muter, hein, qui peut devenir H7N9, H9N2, mais avec l'idée que si on surveille de façon régulière et quotidienne les virus qui se transmettent entre les volailles, soit dans les fermes, soit dans les marchés, on va pouvoir éviter leur transmission aux humains. Moi, ce que j'ai étudié, c'est vraiment justement comment ces mesures, ce qu'on appelle de biosécurité appliquées aux volailles et aux oiseaux sauvages,
ont transformé les relations entre les citoyens de Hong Kong et les oiseaux, à la fois les oiseaux domestiques et sauvages. Et en fait, comment ça pose la question pour les citoyens de Hong Kong, qui se définissent comme très modernes, de leur rapport à la domestication comme passage du sauvage au domestique. Donc la question Mais comment ça a transformé alors, puisque vous avez justement travaillé là-dessus? C'est Bon, bah, par intéressant parce que exemple, là, durant les mobilisations à Hong Kong, on a vu beaucoup de cages s'ouvrir et des oiseaux s'envoler. Voilà, donc il y a toute cette discussion autour de la possibilité de lâcher des oiseaux, donc qui était une pratique bouddhiste, mais qui a des sources chinoises anciennes. Il y a effectivement dans la population chinoise un attachement à la nature, pardon, la population de Hong Kong, un attachement à la nature qui a des sources coloniales en partie, parce que les gouverneurs de Hong Kong étaient des grands amateurs de la nature, ils faisaient des sentiers de randonnée. Et puis il y a l'idée aussi que Hong Kong étant un territoire très petit, très concentré, il faut, un peu comme les oiseaux sauvages, pouvoir en partir en prenant l'avion, mais ou simplement en allant dans les nouveaux territoires, dans le delta de la rivière des Perles, en observant des oiseaux sauvages. Il y a 500 espèces d'oiseaux qui se reposent entre le Japon et l'Indonésie à Hong Kong. Donc voilà, ce mouvement des observateurs d'oiseaux, qui a des origines coloniales, il a été complètement sinicisé, indigénéisé par la population hongkongaise. Et c'est vrai qu'au moment des mobilisations contre la politique de la gouverneuse actuelle favorable à Pékin, il y a eu des mots d'ordre du style Be Water, soyez de l'eau, Blossom everywhere, fleurissez partout, qui empruntait un peu un imaginaire qu'on peut qualifier, en reprenant le vocabulaire de Philippe Descola, d'animiste, c'est-à-dire d'identification des hommes aux animaux du point de vue de leur intériorité, c'est-à-dire du point de vue de leur âme en fait, et pas du point de vue de la physicalité qui, elle, est complètement étudiée par les virologistes. Et le bee water, c'est aussi des techniques d'action qui consistent à, comme l'eau, se répartir et de ne pas faire masse quelque part, mais d'être filant, fluide, partout dans les rues de Hong Kong. Qu'est-ce que vous appelez ou pourquoi vous avez choisi ce terme de sentinelle, les sentinelles des pandémies? Alors les sentinelles des pandémies, c'est d'abord une façon qu'ont eu les biologistes de Hong Kong de qualifier la position de ce qu'on appelait après 1997 donc la région administrative spéciale dans le système, dans le régime un parti deux systèmes, c'est-à-dire la grande autonomie politique qui était laissée à Hong Kong sous la souveraineté de Pékin, qui lui permettait donc de communiquer des signaux d'alerte sur des maladies qui apparaissaient dans le sud de la Chine. Ils l'ont fait pour la grippe aviaire, mais ils l'ont fait également, par exemple, pour l'affaire de la mélamine, ce lait contaminé qui a fait un scandale en 2008. Donc ça, c'est un premier sens de la sentinelle. C'est effectivement un territoire qui est placé sur la ligne de front dans cette guerre contre le virus et qui va lancer le premier les signaux d'alerte pour que le reste du monde prenne les mesures adaptées. Il y a un autre sens plus technique de la sentinelle, qui est des poulets dans les fermes qu'on ne vaccine pas pour qu'ils meurent ou en tout cas qu'ils portent les signes du virus les premiers. Alors ça, c'est une pratique qu'on a pour beaucoup de maladies. Ça rappelle aussi ce qu'on appelle le canari dans la mine, où les canaris mouraient les premiers, ou en tout cas étaient affaiblis quand il y avait un coup de grisou. Donc voilà, c'est l'utilisation d'animaux pour lancer l'alerte sur des maladies ou des désastres qui vont affecter les humains. Et puis un dernier sens de la sentinelle auquel je tiens parce que ça fait la couverture du livre, c'est des cellules du système immunitaire qui se portent les premières vers les pathogènes, les bactéries ou les virus, pour en capter l'information, ce qu'on appelle l'information antigénique, et l'apporter vers la cellule immunitaire adaptée qui va pouvoir justement moduler la réponse du système immunitaire. Et l'idée très profonde des virologistes et des immunologistes, c'est que si ces cellules sentinelles sont contournées, si elles ne font pas leur travail, si le virus est assez malin pour éviter la rencontre avec cette cellule sentinelle, eh bien ce seront les cellules immunitaires plus profondes en quelque sorte qui vont surréagir à ce virus qu'elles ne connaissent pas et qui vont déclencher une panique immunitaire en sorte que l'organisme meurt non pas du virus mais de la panique immunitaire elle-même. Je trouve que c'est très profond pour comprendre ce qui se passe aujourd'hui avec ces crises. Voilà, vous avez déjà la couverture, on n'a pas encore le livre, il est à paraître en avril aux éditions Zone Sensible et il s'appellera Les Sentinelles des pandémies. Il y en a d'autres dans le monde, des territoires, villes sentinelles comme Hong Kong. On
peut penser au Mexique ou en Amérique du Sud ou Amérique centrale. Est-ce qu'il y a là des villes qui ont connu des épidémies ou des pandémies et qui aujourd'hui sont très en avant sur cette possibilité à la fois de lancer l'alerte dans le monde et de chercher aussi les causes et les conséquences de ces virus? Oui, alors j'ai emprunté une hypothèse à un ornithologue israélien qui a observé des oiseaux qui avaient des comportements sentinelles, que être sentinelle, c'est pas seulement lancer l'alerte sur un danger, c'est être en quelque sorte en concurrence pour faire la plus belle alerte. L'alerte qui va attirer l'attention, puisque bon là c'était des oiseaux qui devaient attirer l'attention des femelles en leur montrant, regardez, j'ai vu un prédateur, je suis capable d'y faire face et j'ébrouffe mes plumes. Eh bien, j'ai fait un peu l'hypothèse semblable que des territoires ou des villes aujourd'hui sont en concurrence pour jouer le rôle de sentinelle, c'est-à-dire pour prendre ces mesures qui sont très coûteuses du point de vue économique, pour arrêter les pathogènes quand ils déclenchent ces nouvelles épidémies. En sorte qu'effectivement, on a aujourd'hui une concurrence entre, disons, Hong Kong, Shanghai, Wuhan, si elle joue le rôle de sentinelle, puisqu'elle est équipée d'un laboratoire P4, donc de biosécurité niveau 4, qui lui permet de séquencer, de maîtriser, d'étudier ces nouveaux virus. Mais on peut avoir une concurrence au niveau mondial. Les États-Unis eux-mêmes, en fait, ont organisé leur territoire à partir de sentinelles. Atlanta, la ville où est basé le CDC, était définie comme une sentinelle entre le nord et le sud des États-Unis, puisque c'était la zone de propagation du paludisme par les moustiques. Mexico, au moment de la grippe H1N1 de 2009, aurait pu jouer le rôle de sentinelle. De cette façon, elle a échoué, puisqu'il y a eu quand même une erreur sur le nombre de cas initiaux de la grippe H1N1. Donc effectivement, dans cette nouvelle économie, il s'agit d'être des sentinelles bien équipées, aussi pour pouvoir attirer des populations souvent très éduquées, qui comparent entre elles les territoires sentinelles pour savoir si on peut y vivre dans un monde quand même de plus en plus dangereux et perturbé. Avec nous jusqu'à 13h30, l'anthropologue Frédéric Keck, à l'occasion donc de ce coronavirus qui inquiète et pose question. Je rappelle que vous êtes l'auteur précédemment d'Un monde grippé chez Flammarion. France Culture, la grande table, Olivia Gesbert. On évoquait Hong Kong. Alors, est-ce que vous diriez aujourd'hui qu'Hong Kong n'a pas joué ce rôle de sentinelle, de lanceur d'alerte? Aujourd'hui, la psychose semble s'être complètement installée sur ce territoire, au point que le personnel hospitalier menace de faire grève si les frontières avec la Chine continentale ne sont pas fermées. Les écoles, elles, le sont bel et bien aujourd'hui. Les rues sont vides. Dans Un monde grippé, vous compariez la grippe à la grève. On a l'impression que c'est exactement ce qui est en train de se passer dans des territoires comme Hong Kong, puisque l'un comme l'autre, d'où l'idée de votre comparaison, pouvait provoquer un arrêt total de l'activité humaine, une sorte de paralysie générale. C'est ce qui est en train de se jouer à Hong Kong. Pourquoi Hong Kong n'a pas vu venir ce qui était en train de se passer ? Hong Kong est très affaibli puisque depuis le mois de juin dernier, il y a eu des mobilisations très importantes dans les rues de la population, donc contre ce décret d'extradition des criminels vers le territoire chinois. Quoi qu'on pense des motivations, bien sûr, de ces mobilisations, elles ont beaucoup affaibli l'économie. Elles ont été suivies par des blocages d'universités qui ont conduit à la fermeture des universités. Depuis le mois de novembre, les universités de Hong Kong, qui étaient d'un très haut niveau international, sont fermées. Ce à quoi s'ajoute maintenant la peur du coronavirus. Et il y a même des menaces en fait, de la part du gouvernement chinois de couper de façon sévère le budget des universités de Hong Kong parce qu'elles sont soupçonnées d'être des foyers de dissidence. Et donc c'est dans ce contexte que les experts de Hong Kong essayent de rejouer le rôle qu'ils ont joué en 1997 avec le H5N1, en 2003 avec le SRAS, c'est-à-dire de donner la meilleure information épidémiologique sur ce qui se passe avec le coronavirus. Alors il y a en ce moment une sorte de guerre des experts entre Hong Kong et la Chine intérieure, puisque les experts de Hong Kong sont assez pessimistes en fait sur le devenir de cette épidémie. Ils pensent que ça va durer à peu près 6 mois et que l'effet sur l'économie sera très 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 lourd. Les experts chinois, notamment Zhong Nanshan, qui était le grand spécialiste du SRAS en 2003, pensent plutôt que le pic devrait être atteint dans une dizaine de jours et ensuite ça devrait retomber. Donc effectivement, là la compétence de Hong Kong comme sentinelle est sévèrement contestée de l'intérieur de la Chine.
retour en France, voire dans le monde. Vous l'évoquez bien, Frédéric Keck, souvent la peur est largement aussi contagieuse que le virus lui-même. Pour y répondre, un principe de précaution strictement appliqué. Ça a été le cas en France, notamment en 2009, au moment de la grippe H1N1. Je vous propose de remonter le fil du temps et de réécouter ce que disait à l'époque la ministre de la Santé, c'était Roselyne Bachelot. J'ai négocié dans un contexte que vous connaissez de production mondiale limitée l'acquisition de vaccins à hauteur de 94 millions de doses avec 3 industriels. Ces contrats comportent d'autre part la pré-réservation de tranches conditionnelles supplémentaires de 36 millions de doses. Il y a suffisamment de traitements antiviraux. Ne faites pas de stock de traitements antiviraux dans votre pharmacie. Cela est totalement inutile. Ne prenez pas non plus de traitement antiviral d'une manière préventive. Ça ne sert à rien. Et de plus, ça peut évidemment entraîner des phénomènes de résistance de ces virus à ces antibiotiques. Voilà, Roselyne Bachelot en 2009. Qu'est-ce qui s'était passé après? Vous vous souvenez, Frédéric Keck? Il y a eu une large défiance de la population parce que la campagne de vaccination a été organisée dans des gymnases réquisitionnés de façon quasiment militaire. Les médecins étaient laissés à l'écart et donc je crois que c'est 7% de la population qui allait se vacciner alors qu'on avait prévu 2 doses. Donc un coût économique et écologique énorme puisque ces doses de vaccins ont dû être incinérées. Je voudrais quand même dire un mot sur le principe de précaution parce que j'argumente dans le livre que le principe de précaution tel qu'on l'utilise en Europe, qui a des origines dans le mouvement écologiste des années 70, s'applique très mal en fait au débat sur les épidémies et les pandémies. Et donc j'argumente qu'en fait c'est un mixte obscur, instable, confus entre 2 principes qui sont très clairs, qui sont d'un côté la prévention des maladies. Ça on sait le faire pour la tuberculose. C'est des maladies qu'on connaît sur le territoire, pour lesquelles on a des statistiques, pour lesquelles on peut calculer les risques. Et puis la préparation pour des maladies dont on ne connaît pas bien le comportement, comme le coronavirus par exemple, ou la grippe aviaire, et dont il faut imaginer les conséquences catastrophiques. Et donc le principe de précaution, c'est calculer les risques en les maximisant, comme si c'était des maladies qu'on contenait sur le territoire, alors qu'en fait, ce sont des maladies qui ont un comportement global. Et donc, justement, il faut mettre en place des techniques de sentinelle, où on arrête les maladies à leur émergence, des techniques de simulation de catastrophes, des techniques de stockage de vaccins ou de masques. Et donc, on a beaucoup de mal, en tout cas l'État français a eu beaucoup de mal à gérer une pandémie avec les moyens de la prévention, c'est-à-dire de l'État social du 19e siècle, d'où les échecs, qui ne sont pas seulement des échecs de communication, mais qui sont des échecs vraiment écologiques, de gestion matérielle d'une épidémie. Mais on voit quand même comment ces épidémies réactives mobilisent des peurs anciennes. Il y a aujourd'hui aussi la peur de la guerre bactériologique, de cette arme biologique qui est présentée comme l'arme du futur et qui serait la nouvelle menace dont on ne saurait pas se protéger. Il y a aussi la hantise tout simplement de la maladie qu'on ne sait pas soigner, alors que les progrès de la médecine, surtout dans nos sociétés, nous font quand même parfois oublier notre vulnérabilité. C'est tout ça qui est convoqué dans un début d'épidémie comme celui-ci, où il y a un état de connaissance, mais aussi un état d'ignorance qu'on a encore du mal à accepter. L'épidémie, ça met profondément en question le social, comme une invention moderne, c'est-à-dire la possibilité de comprendre ce qui se passe quand j'ai des relations avec autrui. Pendant longtemps, les épidémies, on a pensé que c'était un fléau de Dieu. Et puis avec la modernité, c'est vrai qu'on a commencé à voir que les épidémies, ça se répand différemment selon les classes sociales. Donc avec la médecine pasteurienne, l'épidémiologie, on a pu contrôler à peu près les épidémies sur un territoire. Ce qui est tout à fait nouveau depuis une trentaine d'années, c'est que les épidémies se répandent au niveau mondial, qu'une épidémie que la Chine pourrait contrôler sur son territoire, on n'en connaît pas les conséquences si elle se répand dans le reste du monde. Et donc notre concept de social, auquel on tient beaucoup par l'État-providence, dont les techniques statistiques datent du 19e siècle, on a effectivement beaucoup de mal à l'adapter, à la fois matériellement et dans nos réflexions, à ce qui se passe en ce moment avec la mondialisation. Frédéric Keck, vous êtes inquiet aujourd'hui ?
Moi, je regarde les choses avec un recul qui est celui de l'anthropologue qui a à peu près 30 000 ans de présence de l'humanité sur Terre. Bon, voilà, tout est dit. Les Sentinelles des pandémies, votre prochain ouvrage paraîtra aux éditions Zone Sensible. On peut encore trouver le précédent, Un monde grippé, chez Flammarion. Merci beaucoup à vous, Frédéric Hack, d'avoir été avec nous. Un grand merci à toute l'équipe de La Grande Table, à la réalisation Gilles Blanchard, à la technique Jacques Hubert, à la programmation Oriane Delacroix, Bruno Barada et Henri Leblanc, à la préparation Laura Dutèche-Pérez avec Philomène Vuillard et Marceau Vassy. Bienvenue à eux dans l'équipe de La Grande Table. Très bel après-midi à tous sur France Culture et rendez-vous demain.